Mi-février 1943, Sidi Bouzid, Tunisie. Le char M4, à un Sherman capturé, s'immobilisa dans le sable du désert, son étoile américaine encore visible, sous la croix allemande hâtivement peinte. Des officiers du Schwerpanzerabteilung 501 se rassemblèrent autour de cette prise, carnet déjà en main. Ce char américain unique, capturé intact et opérationnel pendant la bataille de Sidi Bouzid, allait déclencher une crise de confiance parmi les ingénieurs allemands qui résonneraient dans leur programme de développement de chars jusqu'à la fin de la guerre. Les mathématiques de la guerre blindée étaient sur le point d'être réécrites, non par une puissance de feu ou un blindage supérieur, mais par quelque chose que les Allemands n'avaient jamais priorisé. Une excellence automobile qui refusait simplement de tomber en panne. Le char portait le nom War Daddy 2 peint sur sa coque. Numéro de série USA 3 067 641, construit par Lima Locomotive Works et appartenant à la compagnie G du 1er Armored Regiment, première Armored Division. Le personnel d'une unité de reconnaissance allemande conduisit ce Sherman sur 350 km à travers le terrain nord-africain jusqu'au port de Sfax. Un voyage de 4 jours et demi, chaque kilomètre révélait quelque chose qui contredisait les hypothèses allemandes sur les capacités industrielles américaines. Le moteur ne surchauffa jamais, la transmission ne tomba jamais en panne, les trains de roulement maintinrent des performances constantes, les équipages de chars allemands, habitués à des arrêts mécaniques fréquents, même lors de courts déplacements, regardaient avec un malaise croissant ce véhicule ennemi fonctionner simplement, sans se plaindre, à travers un terrain et des conditions qui auraient mis leurs propres équipements hors service. Au port, War Daddy 2 fut chargé sur un cargo à destination de l'Allemagne. L'Office des armées de terre avait émis des ordres explicites. Ce char devait atteindre le centre d'essai de Kummersdorf, intact et opérationnel. Les renseignements allemands avaient reçu des rapports fragmentaires sur la production de chars américains. Mais voir le véhicule physique rendit ces statistiques réelles d'une manière que les chiffres sur papier ne pouvaient jamais faire. Le Sherman représentait une production de masse à une échelle que l'Allemagne ne pouvait égaler, construit avec des principes d'ingénierie automobile que l'Allemagne n'avait pas maîtrisés. Alors que le navire voguait vers le nord à travers la Méditerranée, les ingénieurs de la Wehrmacht préparèrent des protocoles de test qui révéleraient des vérités qu'ils avaient été réticents à affronter concernant leurs propres limites et les capacités américaines. Printemps 1943, terrain d'essai de Kummersdorf, Brandebourg, Allemagne. War Daddy 2 descendit du wagon de transport portant la désignation Zugführer 259 et la plaque d'immatriculation allemande WH 058941. Les ingénieurs d'essai avaient déjà marqué au pochoir des mesures d'épaisseur de blindage et des angles sur chaque surface du char, le marquant de notations précises pour leur programme d'évaluation complet. Le terrain d'essai de l'armée allemande à Kummersdorf, situé à 25 km au sud de Berlin, servait de principal centre d'essai pour les équipements allemands et alliés capturés. Là, des ingénieurs méticuleux mesuraient, testaient et analysait tout, de la tension des chenilles à l'efficacité de la transmission, documentant leurs découvertes dans des rapports techniques exhaustifs. Le Sherman s'apprêtait à subir l'examen automobile le plus complet que l'ingénierie allemande pouvait concevoir. Les ingénieurs d'essai allemands menèrent l'inspection initiale avec des équipes de spécialistes de multiples branches techniques. Ils photographièrent chaque composant sous des dizaines d'angles, mesurèrent chaque jeu avec des instruments de précision et documentèrent des techniques de construction qui semblaient incroyablement simples comparées aux méthodes allemandes. La transmission attira immédiatement l'attention des spécialistes de la transmission. Là où les chars allemands utilisaient des engrenages à denture droite exigeant des tolérances précises et un entretien fréquent, le Sherman utilisait des engrenages à chevrons en V qui répartissaient la contrainte sur plusieurs dents simultanément. Cette conception, standard dans la fabrication automobile américaine depuis les années 1930, offrait une durabilité exceptionnelle avec des exigences de précision minimale. Les ingénieurs allemands avaient considéré les engrenages à chevrons trop difficiles à produire en masse compte tenu de leur capacité industrielle et de la formation de leur main-d'œuvre. Les Américains les fabriquaient par milliers.
Les tests commencèrent par des essais automobiles de base conçus pour solliciter tous les systèmes mécaniques dans des conditions contrôlées. Les ingénieurs conduisirent War Daddy 2 à travers des parcours d'obstacles conçus pour reproduire les conditions du champ de bataille, mesurant la consommation de carburant, surveillant les températures du moteur et enregistrant le comportement de la transmission sous diverses charges et conditions de terrain. Après chaque essai, ils démontaient des composants pour examiner les modèles d'usure, cherchant des signes de contrainte, de lubrification inadéquate ou de faiblesse de conception. Les résultats contredisaient tout ce que la doctrine allemande des chars avait accepté concernant les compromis nécessaires entre performance et fiabilité. Le Sherman performait de manière adéquate dans chaque catégorie et excellait dans la seule métrique où les chars allemands échouaient systématiquement, l'endurance opérationnelle sans intervention de maintenance. L'examen du groupe motopropulseur révéla des différences de philosophie de conception qui expliquaient beaucoup de choses sur les approches américaines et allemandes. La transmission du Sherman comportait 5 vitesses avant plus, une marche arrière, avec une synchronisation des 2e à 5e rapports qui éliminait le besoin de double débrayage pendant les opérations normales. Cela rendait le char presque aussi facile à conduire que des automobiles civiles, nécessitant une formation spécialisée minimale pour les conducteurs. Les tankistes allemands, en revanche, passaient beaucoup de temps à apprendre des techniques complexes de double débrayage et une gestion minutieuse des gaz pour éviter d'endommager leur transmission. La conception du Sherman acceptait que des soldats ordinaires avec des connaissances automobiles de base utiliseraient ces machines, tandis que les conceptions allemandes supposaient que des spécialistes hautement formés seraient disponibles. Le moteur Continental R975 en étoile de ce Sherman particulier démontra une remarquable tolérance à diverses conditions de fonctionnement. Les ingénieurs notèrent que le moteur maintenait des performances constantes dans des plages de température qui auraient fait surchauffer ou perdre de la puissance aux moteurs allemands. Le système de refroidissement, bien que de conception simple, s'avéra très efficace. Le système de filtration d'air gérait le sable du désert sans les encrassements fréquents qui affligeaient les chars allemands en Afrique du Nord. Chaque système reflétait une philosophie de conception qui priorisait la fonctionnalité pratique sur l'optimisation théorique. Les 6 et 7 juin 1943, champ de tir d'artillerie de Hillersleben, le ministre du Reich Albert Speer arriva pour présider une importante conférence sur l'armement à laquelle assistaient des dirigeants de l'industrie de l'armement et des officiers supérieurs de la Wehrmacht. Le programme de démonstration comprenait des essais de montée de côte comparant les chars allemands et alliés capturés. War Daddy 2 était stationné aux côtés des derniers modèles allemands, dont un char Panther AOSF, des tout droit sortis de production, et un chasseur de chars Ferdinand, représentant la technologie de véhicules de combat blindés la plus avancée d'Allemagne. Speer, responsable de la production d'armement allemand et personnellement comptable envers Hitler pour les résultats, devait comprendre ce que l'industrie américaine pouvait produire et comment les conceptions allemandes se mesuraient aux équipements ennemis. La démonstration allait fournir des réponses que ni Speer ni les concepteurs de chars allemands ne voulaient reconnaître. Le Sherman gravit la pente d'essai en douceur. Sa transmission manuelle à 5 vitesses avant synchronisée de la 2e à la 5e passait les rapports sans hésitation. Son moteur maintenait une puissance constante tout au long de l'ascension. Le conducteur maniait le véhicule avec confiance, démontrant la facilité d'utilisation qui deviendrait une caractéristique du Sherman. Le Panther suivit. Son moteur Maybach HL 230 plus puissant de 700 chevaux lui permit de égaler les performances du Sherman, mais à peine et avec considérablement plus de difficultés, le Ferdinand, massivement lourd à 65 tonnes et techniquement sophistiqué avec son système de transmission électrique, cala à mi-pente. Speer regarda les équipes de dépannage lutter pour redémarrer le véhicule, l'échec embarrassant se produisant devant des dizaines d'officiers supérieurs et de dirigeants industriels. Dans ses mémoires des années plus tard, Speer écrirait sur les capacités du Sherman qu'il observa pendant sa tournée d'inspection en Italie, en octobre 1944. Il nota que les rapports sur la mobilité tout-terrain
du Sherman avait été très favorable, le char gravissant des montagnes que les experts allemands en chars considéraient inaccessibles aux chars. Il attribua cela au fait que le Sherman avait un moteur très puissant proportionnellement à son poids, lui donnant une mobilité tout-terrain sur terrain plat qui était définitivement supérieure aux chars allemands. La 26e Panzerdivision avait spécifiquement rapporté cet avantage. Ces observations du ministre de l'armement allemand avaient un poids significatif dans les cercles de la Wehrmacht. L'évaluation écrite publique parut dans le journal Das Reich le 27 juin 1943. L'article décrivait le Sherman comme l'une des réalisations spéciales des laboratoires nord-américains et l'appelait un produit tout à fait louable de l'industrie sidérurgique nord-américaine. L'article notait que les premières choses à attirer l'attention étaient la construction en série et la satisfaction des exigences presque arrogantes de l'industrie automobile nord-américaine. Le texte mentionnait le canon gyrostabilisé comme la première tentative du genre jamais faite n'importe où, reconnaissant l'innovation américaine dans ce domaine. Ces déclarations publiques, soigneusement formulées à des fins de propagande pour éviter de paraître défaitistes, dissimulaient néanmoins les alarmes privées qui se répandaient dans les départements d'ingénierie allemands. Les chars américains n'étaient pas seulement adéquats, ils étaient fondamentalement mieux conçus pour les opérations de terrain soutenues. De retour à Kummersdorf, les tests systématiques se poursuivirent pendant l'été et jusqu'à l'automne 1943. Les ingénieurs mesurèrent l'autonomie opérationnelle du Sherman, menant des essais prolongés qui poussaient le véhicule à ses limites. Ils documentèrent des autonomies opérationnelles dépassant 2000 km avant de nécessiter une maintenance majeure, environ 4 fois ce que les premiers modèles de pente pouvaient atteindre en conditions de terrain. Ils mesurèrent une efficacité de transmission qui dépassait celle de tout char allemand, avec des pertes de puissance à travers la transmission significativement plus faible que les systèmes allemands comparables. Ils examinèrent la transmission manuelle synchronisée qui rendait le changement de vitesse fluide et simple, ne nécessitant ni le double débrayage ni le synchronisme minutieux des régimes que les transmissions allemandes exigeaient. Les trains de roulement présentèrent une autre révélation qui remettait en cause les hypothèses de l'ingénierie allemande. Les chars Panther allemands utilisaient des systèmes de trains de roulement hérités de la conception du Tiger, une configuration sujette aux défaillances sous contrainte. La conception utilisait des engrenages à denture droite dans des logements qui s'avérèrent inadéquats pour les charges imposées par le véhicule de 45 tonnes. Les mécaniciens allemands en Afrique du Nord et sur le front de l'Est avaient signalé des ruptures de trains de roulement, forçant les Panthers à être abandonnés après des déplacements relativement courts, parfois moins de 100 km. Les trains de roulement du Sherman, construits en utilisant les mêmes principes d'engrenage à chevron en V que la transmission, tombaient rarement en panne, même dans des conditions de combat soutenues qui auraient des timons. Algec les paumes à l'allemand. Des projets de restauration des décennies plus tard trouveraient tout des trains de roulement de Sherman qui n'avaient besoin d'aucune restauration mécanique après des années de stockage. Témoignage de marge de conception qui dépassait les exigences immédiates par des facteurs substantiels. Fin 1943, Kummersdorf avait accumulé suffisamment de données pour produire des rapports internes complets qui circulèrent dans les branches techniques de la Wehrmacht. Ces documents, destinés aux officiers supérieurs de la Wehrmacht et aux fonctionnaires du ministère de l'Armement, brossaient un tableau sobre des capacités comparatives. Le Sherman démontrait une maturité de l'ingénierie automobile américaine que l'Allemagne manquait fondamentalement, malgré ses connaissances théoriques et son expertise scientifique. Les techniques de production de masse permettaient des tolérances qui seraient considérées comme négligées dans la fabrication de précision allemande, mais qui pourtant résultaient en des véhicules plus fiables qui fonctionnaient mieux en conditions de terrain. Les pièces interchangeables signifiaient que les réparations sur le terrain pouvaient être accomplies avec des outils basiques et une formation spécialisée minimale.
Alors que les véhicules allemands nécessitaient une précision de niveau usine et un équipement spécialisé pour de nombreuses réparations, toute la philosophie de conception priorisait le maintien des véhicules opérationnels plutôt que d'atteindre des maximums de performance théorique qui semblaient impressionnants sur le papier mais ne pouvaient être maintenus au combat. Les évaluations internes de l'ingénierie allemande documentaient des observations sur les avantages industriels américains qui allaient au-delà des simples chiffres de production. L'ingénierie automobile américaine reflétait des décennies d'expérience de l'industrie civile que l'Allemagne n'avait jamais développée à une échelle comparable. Avant la guerre, les États-Unis avaient une possession automobile généralisée, avec des véhicules courants parmi les citoyens ordinaires de toutes les classes économiques. L'Allemagne avait une expérience automobile civile bien plus limitée, les voitures restant des articles de luxe pour les riches et l'élite du parti. Le programme Volkswagen, promis aux travailleurs allemands depuis 1934, avait livré moins de 1000 véhicules civils en 1939. Cette vaste différence de maturité de l'industrie automobile se traduisait directement dans la philosophie de conception des chars. Les Américains construisaient des chars que des mécaniciens formés à l'automobile civile pouvaient entretenir en utilisant des compétences qu'ils possédaient déjà. Les Allemands construisaient des chars qui exigeaient une formation de spécialistes et une attention experte constante de la part de personnel ayant des années d'éducation technique militaire spécifique. La comparaison avec la fiabilité des chars allemands devint impossible à ignorer à mesure que les rapports de terrain s'accumulaient fin 1943 et début 1944. Les chars Panther exigeaient des restrictions opérationnelles strictes pour éviter les pannes mécaniques qui les laisseraient en rade. Les conducteurs recevaient des instructions explicites de ne pas changer fréquemment de vitesse, car les changements excessifs endommageaient la transmission. La troisième vitesse cassait souvent au point que les manuels de terrain mettaient en garde contre son utilisation, sauf en cas de nécessité absolue. Les Panthers ne pouvaient pas tourner en marche arrière, car cela détruisait la transmission. Les virages sur place n'étaient possibles que lorsque la résistance du sol était égale sur les deux chenilles, limitant sévèrement la flexibilité tactique. Des corps étrangers pénétrant dans le train de roulement pouvaient bloquer le barbotin, nécessitant des heures de maintenance pour dégager. Ces problèmes existaient bien que les Panthers fussent construits dans des usines de chars dédiées par des ouvriers qualifiés utilisant les meilleurs matériaux que l'Allemagne pouvait fournir. Le Sherman, en revanche, avait été conçu par des ingénieurs automobiles de General Motors, Ford et Chrysler, appliquant les principes de production de masse qu'ils avaient développés sur des décennies de fabrication de véhicules civils. Le char incorporait des composants automobiles commerciaux où c'était possible, tirant parti des chaînes d'approvisionnement et de l'expertise manufacturière existante. La transmission provenait de multiples fabricants, dont Caterpillar Tractor, Buick et Ford Motor Company, tous construisant selon des spécifications identiques avec des pièces entièrement interchangeables qui pouvaient être mélangées librement sans ajustement. Cette standardisation, routinière dans l'industrie automobile américaine, restait largement théorique dans la production de chars allemandes, où chaque fabricant introduisait des variations subtiles qui empêchaient une véritable interchangeabilité des pièces. Des Sherman capturés supplémentaires arrivèrent à Kummersdorf en 1943 et 1944, y compris des chars pris sur des unités britanniques en Italie et des forces soviétiques sur le front de l'Est. Chaque véhicule capturé subit des protocoles de tests similaires, constituant une base de données complète des capacités des chars américains à travers différentes variantes et périodes de production. Les Britanniques avaient rééquipé certains Sherman avec leurs canons anti-chars de 17 livres, créant la variante Firefly, qui adressait la principale faiblesse du Sherman en puissance de feu. Les ingénieurs allemands examinèrent ces chars modifiés avec un intérêt particulier, notant comment la largeur du cercle de tourelle du Sherman accommodait le canon significativement plus grand avec des modifications minimales.
Le Firefly démontra un potentiel d'évolution intégré à la conception originale que les ingénieurs allemands n'avaient pas considéré lors de la spécification de leur véhicule. Le Panther, précipité en production pour contrer les chars soviétiques T-34, n'avait aucune capacité pour des améliorations d'armement significatives sans une refonte complète de la tourelle et du véhicule. Le programme d'essais automobiles s'étendit pour inclure des essais de fiabilité spécifiquement conçus pour reproduire les conditions de combat. Les ingénieurs conduisirent des Sherman sur des centaines de kilomètres de mouvement tout-terrain, enregistrant chaque incident mécanique, exigence de maintenance et défaillance de composants. Ils comparèrent ces résultats avec les rapports de terrain des unités de Panther et de Tiger opérant sur les fronts de l'Est et italiens. Les chiffres racontaient une histoire sans ambiguïté sur la fiabilité comparative. La disponibilité opérationnelle du Panther atteignait en moyenne moins de 40% pendant la majeure partie de 1943, certaines unités rapportant des taux catastrophiques aussi bas que 20 à 25%. Des bataillons individuels de Panther documentaient des périodes où moins d'un char sur 5 était réellement capable d'opérations de combat. En comparaison, les chars Sherman maintenaient une disponibilité opérationnelle substantiellement plus élevée sur tous les théâtres. Des données spécifiques de rapports de terrain allemands documentaient les problèmes de fiabilité du Panther en détail dévastateurs. En juillet 1943, pendant l'opération Citadelle à Koursk, les Panthers n'atteignirent que 16% de disponibilité opérationnelle, les pannes mécaniques éliminant plus de chars que l'action ennemie. En décembre 1943, la disponibilité n'était améliorée qu'à 37%. Les rapports de février 1944 montraient 37% d'opérationnel. Avril 1944 atteignit 50% d'opérationnel. Mai 1944 atteignit finalement 78%. Ces chiffres représentaient le pourcentage de Panther qui étaient réellement capables d'opérations de combat un jour donné, le reste étant en panne, attendant des pièces ou subissant des réparations. La progression montrait une amélioration graduelle à mesure que les défauts de conception étaient corrigés. Mais même les meilleurs taux de disponibilité du Panther n'égalèrent jamais ce que les Sherman atteignirent dès la production initiale. En décembre 1943, la tendance était devenue indéniable pour tout observateur objectif examinant les données. La durée de vie du moteur pour la variante diesel du Sherman dépassait 3000 km sous maintenance appropriée. La durée de vie du moteur du Panther atteignait à peine 1000 km, même après que des améliorations eurent corrigé les pires problèmes initiaux. Des rapports allemands de mars 1944 documentaient que les moteurs améliorés de Panther atteignaient une durée de vie de 700 à 1000 km, présentée comme un succès. Cette amélioration amenait simplement les moteurs de Panther à environ un tiers de la capacité du diesel Sherman. Les transmissions Sherman nécessitaient une maintenance minimale entre les révisions, avec des engrenages synchronisés, qui rendaient les erreurs du conducteur moins susceptibles de causer des dommages. Les transmissions Panther exigeaient une attention constante et des réparations fréquentes, les défaillances de la troisième vitesse étant si communes que les conducteurs apprenaient à sauter de la deuxième à la quatrième vitesse pour éviter d'utiliser le rapport problématique. Les trains de roulement Sherman fonctionnaient de manière fiable, dans des conditions qui détruisaient systématiquement les trains de roulement Panther en moins de 100 à 200 km d'opération. Les rapports de terrain des unités allemandes utilisant des Sherman capturés renforcèrent les données d'essai de Kummersdorf avec une expérience opérationnelle réelle. Les unités mécanisées allemandes, désespérées pour des véhicules fiables alors que leur propre parc de chars se dégradait, employaient avec empressement tous les chars américains capturés qu'elles pouvaient obtenir intacts, contrairement aux chars soviétiques T-34 que les Allemands modifiaient extensivement avant utilisation. Les Sherman entraient en service allemand sans changement. Ils ne nécessitaient pas de modification parce qu'ils fonctionnaient correctement tels que conçus, sans défauts fondamentaux nécessitant une correction. Les équipages de chars allemands qui avaient connu de multiples pannes mécaniques dans leurs propres véhicules trouvaient la fiabilité du Sherman remarquable et en parlaient fréquemment dans des lettres et des rapports.
Des rapports de régiment, Panzer notait que les opérateurs de Sherman pouvaient se concentrer sur les considérations tactiques et l'efficacité au combat, tandis que les équipages de Panther et de Tiger s'inquiétaient constamment d'atteindre le champ de bataille sans panne ou de terminer les missions avant qu'une défaillance mécanique n'immobilise leurs véhicules. La 10e SS Panzer Division captura 12 M4A3 Sherman à Herlisheim en janvier 1945 pendant l'opération Nordwind. Ces chars appartenaient au 43e Tank Bataillon américain et furent capturés intacts lorsque leurs équipages les abandonnèrent pendant l'assaut allemand. Les 12 Sherman furent formés en la 13e compagnie du 10e SS Panzer Regiment et servirent dans des opérations de combat jusqu'à la fin de la guerre. Ces chars servirent de véhicules de reconnaissance et de réserve mobile, des rôles qui exigeaient un mouvement soutenu sans arrêt de maintenance et des performances mécaniques fiables. Les commandants allemands reconnurent ce que les tests de Kummersdorf avaient prouvé des années plus tôt. Les chars américains pouvaient être comptés pour fonctionner quand on en avait besoin. Cette fiabilité, plus que la puissance de feu ou la protection blindée, déterminait l'utilité tactique dans les derniers mois de la guerre. Un Sherman arrivant sur le champ de bataille avec un canon opérationnel était infiniment plus précieux qu'un Panther, avec une puissance de feu supérieure, en panne à 20 km derrière les lignes. Janvier 1944 apporta des programmes de tests élargis, alors que les forces de la Wehrmacht battaient en retraite sur de multiples fronts et que des équipements capturés supplémentaires atteignaient Kummersdorf. Les ingénieurs examinèrent le M4A1 avec le moteur en étoile, Continental R975, documentant ses caractéristiques et le comparant à d'autres variantes. Ils testèrent le M4A2 avec les deux moteurs diesel General Motors 6046, notant sa supériorité en efficacité énergétique et ses différentes caractéristiques de fonctionnement. Ils évaluèrent le M4A3 avec le moteur essence Ford GAAV8, que les équipages américains considéraient comme la meilleure motorisation du Sherman. Chaque variante démontra la même caractéristique fondamentale, une excellente fiabilité automobile dérivée de principes d'ingénierie solide et de processus de fabrication de qualité. La cohérence entre les variantes impressionna les ingénieurs allemands, habitués à des variations de qualité significatives entre différents fabricants produisant des véhicules nominalement identiques. Le M4A2 à moteur diesel impressionna particulièrement les ingénieurs allemands qui l'examinèrent à Kummersdorf. Les forces soviétiques reçurent 4102 de ces chars via le pré-bail et un nombre significatif tomba entre les mains allemandes pendant les retraites sur le front de l'Est. Le moteur diesel jumelé GM 6046 fournissait des performances égales à toute variante de Sherman tout en consommant substantiellement moins de carburant que les moteurs essence, un avantage critique alors que les approvisionnements en carburant allemands diminuaient. Les concepteurs allemands avaient expérimenté avec des moteurs diesel pour chars, mais avaient abandonné l'effort en raison de difficultés de fabrication et de la complexité des systèmes d'injection de carburant. L'industrie américaine produisit des Sherman diesel aux côtés des variantes essence sans perturber les calendriers de production, démontrant une flexibilité manufacturière et une sophistication technologique que l'industrie allemande n'atteignit jamais pendant les conditions de guerre. Mars 1944 apporta des rapports du général Heinz Guderian, inspecteur général des troupes blindées, notant dans des communications officielles que les améliorations à la fiabilité du Panther avaient atteint ce qu'il appelait des normes acceptables début 1944. La durée de vie du moteur avait atteint 700 à 1000 km et les problèmes de train de roulement avaient été largement résolus via des modifications de conception et des processus de fabrication améliorés. Cette amélioration, présentée comme un succès significatif dans les communications militaires allemandes, amenait simplement la fiabilité du Panther à un niveau que le Sherman avait atteint dès la production initiale en 1942. L'armée allemande célébrait l'atteinte de normes que les chars américains avaient dépassées dès le début, soulignant à quel point le développement des véhicules blindés allemands était tombé en retard. La comparaison devint plus douloureuse
à mesure que la production de chars allemands luttait avec des pénuries de ressources croissantes et les bombardements stratégiques alliés. Les campagnes de bombardement alliés ciblaient les goulets d'étranglement clés de la chaîne de production du Panther et du Tiger avec une efficacité croissante. L'usine de moteurs Maybach à Friedrichshafen subit des dommages sévères de la part du Bomber Command de la Royal Air Force dans la nuit du 27 au 28 avril 1944. Le raid impliqua 322 avions et est décrit dans les archives de l'Imperial War Museum comme le raid le plus dommageable sur la production de chars allemands de toute la guerre. L'attaque détruisit aussi l'usine de boîtes de vitesse ZF adjacente à l'usine de moteurs. La production de moteurs et de transmissions de chars s'arrêta complètement pendant 6 mois. Quand la production reprit finalement en novembre 1944, le contrôle qualité s'était significativement dégradé. Le travail forcé, de plus en plus employé dans les usines de chars allemandes, alors que les travailleurs allemands étaient enrôlés pour le service militaire, introduisit des sabotages délibérés. Des filtres à cigarettes étaient coincés dans les passages d'huile, des joints étaient installés incorrectement, des composants étaient assemblés sans les jeux appropriés. Ces problèmes n'affectèrent jamais la production du Sherman, située en sécurité dans des usines américaines, loin de toute zone de combat et staffée par des travailleurs motivés, gagnant de bons salaires dans des conditions décentes. La différence fondamentale entre la production de chars américaine et allemande ne résidait pas dans la connaissance technique, mais dans la capacité industrielle et la philosophie de conception sous-jacente. Les ingénieurs allemands comprenaient les principes automobiles, aussi bien que leurs homologues américains, possédant une vaste connaissance théorique et une expertise scientifique. Ils n'appliquèrent simplement jamais ces principes de manière cohérente à la conception des chars, priorisant plutôt d'autres facteurs. Les chars allemands mettaient l'accent sur des caractéristiques de performance qui faisaient des spécifications impressionnantes, mais une mauvaise fiabilité en conditions de terrain, le canon puissant de 75 mm, KDWK 42 et le blindage frontal épais du Panther se faisaient au prix d'un groupe motopropulseur surmené qui ne pouvait pas supporter de manière fiable le poids de 45 tonnes du véhicule. Les capacités redoutables du Tiger exigeaient des procédures de maintenance complexes et des réparations fréquentes par des spécialistes hautement formés. Ces compromis auraient pu être acceptables si l'industrie allemande pouvait produire suffisamment de véhicules et de pièces détachées pour les maintenir. Elle ne le pouvait pas, particulièrement alors que les bombardements alliés s'intensifiaient et que les pénuries de matières premières s'aggravaient. Les ingénieurs américains, formés à la production de masse automobile à travers des décennies d'expérience de l'industrie civile, conçurent des chars qui pouvaient être manufacturés par dizaines de milliers et entretenus par des mécaniciens avec une formation basique utilisant des compétences apprises dans la vie civile. Le groupe motopropulseur du Sherman utilisait des composants éprouvés en service commercial avec des principes de conception emprunté directement à la fabrication d'automobiles et de camions. Le système électrique incluait une génératrice de secours qui pouvait alimenter la rotation de la tourelle même lorsque le moteur principal s'arrêtait, une fonction qui semblait être un luxe inutile pour les concepteurs allemands, mais qui s'avéra inestimable au combat. Les tankistes allemands ne pouvaient que rêver de tels conforts, particulièrement ceux qui avaient connu leur tourelle bloquée lorsque les moteurs calaient sur des pentes. Ces fonctionnalités n'apparaissaient pas dans les spécifications techniques allemandes parce que les concepteurs allemands ne les avaient jamais considérées comme des priorités élevées comparées à l'épaisseur du blindage et à la puissance du canon. Au printemps 1944, les unités de la Wehrmacht sur tous les fronts rapportèrent des problèmes mécaniques croissants à mesure que la qualité de fabrication se dégradait et que les pièces détachées devenaient de plus en plus rares. Les Panthers nécessitaient un transport par rail pour des mouvements excédant 100 km parce que leur train de roulement ne pouvait pas survivre à des marches routières soutenues. Les commandements de terrain émirent des ordres explicites restreignant le mouvement des Panthers pour préserver les véhicules pour le combat réel plutôt que de les perdre à cause de pannes mécaniques pendant les marches d'approche.
Le véhicule de dépannage Berge Panther, construit sur un châssis de Panther pour récupérer les Panthers immobilisés, partageait les mêmes problèmes de fiabilité que le char qu'il était supposé récupérer. Les commandants allemands firent face à la réalité sinistre où les pannes mécaniques éliminaient plus de chars que l'action ennemie. Certaines unités rapportant que 70% des pertes de chars étaient dues à des pannes plutôt qu'à des dommages de combat. Pendant ce temps, la production du Sherman continua à des rythmes sans précédent que l'industrie allemande ne pourrait jamais égaler. Les usines américaines produisirent 49 324 chars Sherman pendant la guerre, plus que toute la production allemande de chars de tout type confondus. Les forces du Commonwealth britannique en reçurent des milliers via le pré-bail. L'Union soviétique en reçut plus de 4000 de variantes diesel. Les forces chinoises en Birmanie utilisèrent des Sherman avec un effet dévastateur contre des blindés japonais technologiquement inférieurs aux conceptions américaines et allemandes. Chaque théâtre où les Sherman servirent confirma ce que les tests de Kummersdorf avaient révélé. Les Sherman correctement entretenus continuaient à fonctionner dans des conditions qui mettraient hors service ou détruiraient les chars allemands. Les équipages de chars allemands qui capturèrent et utilisèrent des Sherman louèrent universellement leur excellence automobile dans des lettres, des rapports et des entretiens d'après-guerre. Des rapports du front de l'Est notaient que les mécaniciens allemands trouvaient même le complexe moteur Chrysler à 57 multibanques, avec ses 5 blocs moteurs séparés, plus facile à dépanner comparé aux moteurs de chars allemands qui exigeaient une connaissance spécialisée et un équipement spécifique, le Ford GAA 108, loué par les équipages alliés pour sa fiabilité exceptionnelle et sa puissance, semblait remarquablement fiable aux mécaniciens allemands habitués aux moteurs Maybach qui nécessitaient un ajustement constant des jeux de soupape, du calage de l'allumage et des réglages du carburateur. Le Twin Diesel General Motors, que l'US Army avait rejeté comme moins fiable que les moteurs essence et relégué à la production du pré-bail, dépassait de loin la performance et la fiabilité de tout moteur diesel que l'industrie allemande avait produit pour des applications de chars. Les généreuses marges de conception du Sherman fournirent un autre avantage que les ingénieurs allemands en vinrent à apprécier. Les composants de base de la transmission et du train de roulement, initialement spécifiés pour le M4 de 30 tonnes avec 400 chevaux, ne nécessitèrent aucune modification majeure pour supporter le char d'assaut M4A3. 2 jumbo de 42 tonnes avec sa protection blindée significativement accrue. Les mêmes composants qui propulsaient le Sherman standard transmirent avec succès 650 chevaux de moteurs expérimentaux sans défaillance ni besoin de renforcement. Les ingénieurs allemands avaient tendance à calculer qu'un tel surdimensionnement représentait du gaspillage, une capacité excédentaire qui augmentait le coût de production et utilisait des matériaux rares sans bénéfice immédiat. Les ingénieurs américains comprenaient que les marges fournissaient un potentiel d'évolution pour de futures améliorations et une fiabilité sur le champ de bataille qui rendait l'investissement supplémentaire valable sur la durée de vie du véhicule. À l'été 1944, les commandants de chars allemands faisant face à l'invasion alliée en Normandie savaient que leur désavantage technique s'étendait bien au-delà des capacités individuelles des chars. La supériorité de l'artillerie américaine, le soutien aérien rapproché dévastateur et la capacité logistique écrasante se combinaient pour submerger les forces allemandes indépendamment des spécifications des chars ou de la prouesse tactique. Mais la fiabilité du Sherman signifiait que les unités blindées américaines pouvaient soutenir des opérations continues que les divisions panzer allemandes ne pouvaient simplement pas égaler. Les bataillons de chars américains pouvaient lancer des attaques, soutenir des opérations de combat, mener des poursuites et immédiatement se préparer pour l'opération suivante sans arrêt de maintenance extensif. Les divisions Panzer allemandes devaient soigneusement économiser leurs véhicules opérationnels limités, calculant que chaque mouvement consommait une précieuse durée de vie restante des composants et rapprochait la panne mécanique.
La différence de disponibilité opérationnelle déterminait quelle force pouvait maintenir une pression offensive et laquelle devait soigneusement rationner sa puissance de combat limitée. L'utilisation allemande de Sherman capturée dans des opérations de combat fournit la preuve finale de la supériorité automobile américaine du point de vue allemand. La 150 première Panzerbrigade, formée spécifiquement pour les opérations d'infiltration pendant la bataille des Ardennes en décembre 1944, tenta d'obtenir des véhicules américains capturés pour déguiser leurs opérations. Les planificateurs allemands voulaient spécifiquement des Sherman à cause de leur réputation de fiabilité. Cependant, la brigade ne reçut que 2 chars Sherman et un seul s'avéra suffisamment en état pour les opérations. Le Sherman en état ne vit jamais le combat en raison d'embouteillages massifs qui empêchèrent l'opération d'infiltration d'atteindre ses objectifs. Dans une opération exigeant que les véhicules fonctionnent sans panne, tout en opérant derrière les lignes ennemies, loin de tout soutien, seul l'équipement américain offrait des chances raisonnables de succès. Les chars allemands, même pleinement opérationnels, ne pouvaient pas garantir la performance soutenue que de telles missions requéraient. Le 23 janvier 1945 apporta l'admission officielle finale de l'échec automobile allemand. Une réunion de la Panzerkommission produisit un rapport documentant des défaillances catastrophiques des trains de roulement sur tous les types de chars allemands. Les conclusions du document étaient dévastatrices. Avant l'offensive de l'Est de 1945, il y avait 500 trains de roulement défectueux dans le Panzer IV, 370 dans le Panther et environ 100 dans le Tiger. De plus, environ 200 défaillances avaient été rapportées dans le chasseur de chars Hetzer, basé sur le châssis tchèque de 38 tonnes. Le général Wolfgang Thomall, général-lieutenant et chef d'état-major de l'inspecteur général des troupes blindées servant sous Guderian, expliqua l'impact opérationnel en termes Stark. Dans de telles circonstances, une utilisation ordonnée des chars était simplement impossible. Les troupes perdaient confiance en leurs véhicules et dans certaines situations abandonnaient des véhicules entiers juste à cause de problèmes de train de roulement, craignant d'être immobilisés et capturés. Les chars allemands, construits pour intimider à travers des spécifications techniques impressionnantes, échouaient dans l'exigence la plus fondamentale des véhicules blindés, une fiabilité mécanique suffisante pour atteindre le champ de bataille et accomplir les missions. Le centre d'essai de Kummersdorf se prépara à l'évacuation début 1945, alors que les forces soviétiques avançaient inexorablement vers Berlin. Les ingénieurs emballèrent frénétiquement les données de test et expédièrent la documentation vers des installations plus à l'ouest, espérant préserver le renseignement technique pour l'analyse d'après-guerre. Certains des chars capturés, incluant au moins 2 Sherman, furent pressés en service improvisé avec des unités de combat défendant désespérément les approches de Berlin. Ces véhicules combattirent aux côtés de conceptions allemandes dans les batailles désespérées finales, fournissant une dernière comparaison dans des conditions de combat réelles. Les Sherman continuèrent à opérer jusqu'à être détruits par des tirs ennemis ou abandonnés. Quand les réserves de carburant s'épuisèrent, les chars allemands, incluant des Panthers et les quelques Tiger restants, tombaient en panne à des taux qui choquaient même les équipages expérimentés habitués à une faible fiabilité. L'histoire de War Daddy II et des douzaines d'autres Sherman testés à Kummersdorf représente l'une des grandes disparités industrielles de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs allemands, travaillant dans un système industriel qui priorisait la perfection théorique sur l'utilité pratique, produisirent des chars qui semblaient impressionnants sur le papier, mais échouaient dans les opérations de terrain soutenues. Les ingénieurs américains, appliquant des décennies d'expérience de fabrication automobile à des exigences militaires, produisirent des chars qui manquaient de sophistication technique dans de nombreux domaines, mais fonctionnaient de manière fiable dans des conditions qui vainquirent l'équipement allemand. Dans la guerre blindée, comme dans la plupart des opérations militaires, l'arme qui fonctionne quand on en a besoin bat l'arme qui pourrait être théoriquement supérieure si elle pouvait atteindre le champ de bataille et accomplir sa mission. L'analyse d'après-guerre par les organisations de renseignement américaines et britanniques confirma ce que les tests allemands à Kummersdorf avaient révélé.
L'examen systématique des chars allemands détruits trouva des pannes mécaniques aussi communes que les dommages de combat comme cause de perte. Trains de roulement cassés sous la contrainte, transmission grippée par une lubrification inadéquate ou une erreur de l'opérateur, moteur brûlé par une surchauffe ou une famine d'huile. L'obsession allemande pour la supériorité individuelle du véhicule et les spécifications impressionnantes les avaient aveuglés sur l'importance critique de la fiabilité et de la maintenabilité. Ils construisirent des chars qu'aucun mécanicien conscrit ne pouvait entretenir sans une formation spécialisée extensive. Propulsés par des moteurs qui exigeaient une attention experte constante de la part de techniciens qualifiés, soutenus par un système logistique qui s'effondra sous la tension accumulée de fournir d'innombrables pièces uniques à des unités dispersées. Les leçons apprises à travers les tests à Kummersdorf influencèrent directement la pensée de la conception de chars allemands dans la Bundeswehr de l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre. Quand la République fédérale commença à développer le char de bataille principal, Léopard 1 dans les années 1950, les concepteurs mirent consciemment l'accent sur la fiabilité et la maintenabilité plutôt que sur des spécifications de performance pure. Ils étudièrent les principes d'ingénierie automobile américains et les appliquèrent délibérément au développement de véhicules militaires. Le char Léopard 1 qui en résulta incorpora de nombreuses philosophies de conception qui avaient de fait le succès du Sherman. Groupe motopropulseur robuste avec des marges de conception substantielles, maintenance facile nécessitant des outils spécialisés minimaux, composants standardisés permettant des réparations rapides sur le terrain et potentiel d'évolution permettant de futures améliorations sans refonte complète. Le Léopard 1 devint l'une des conceptions de chars les plus réussies de l'ère de la guerre froide, servant dans de nombreuses armées et restant en production pendant des décennies. Les Sherman, capturés à Kummersdorf, incluant War Daddy 2, avec son nom distinctif encore peint sur la coque, représentaient bien plus qu'un équipement ennemi rapporté pour examen technique. Ils étaient la preuve tangible que la maturité industrielle et les principes d'ingénierie solide basés sur l'expérience pratique comptaient plus que l'innovation technique théorique poursuivie sans égard pour la réalité manufacturière. Les concepteurs de chars allemands poursuivirent des spécifications avancées parce qu'ils croyaient que la technologie supérieure pouvait surmonter les désavantages matériels et l'infériorité numérique. Ils avaient tort. Les concepteurs de chars américains construisirent des véhicules fiables parce qu'ils comprenaient, à travers une dure expérience, que la logistique, la capacité de maintenance et la disponibilité opérationnelle soutenue déterminaient la victoire dans la guerre mécanisée moderne. Ils avaient raison et leur approche s'avéra décisive. L'écart de fiabilité entre le Sherman et les chars allemands influença non seulement la guerre blindée tactique, mais façonna fondamentalement la compréhension plus large de la capacité industrielle militaire et de son rôle décisif dans les conflits modernes. L'Allemagne entra dans la Seconde Guerre mondiale avec des avantages techniques dans de nombreux systèmes d'armes, possédant une connaissance scientifique et une expertise en ingénierie qui dépassaient la plupart des adversaires. Cependant, l'Allemagne manquait de la profondeur industrielle et de la sophistication manufacturière pour maintenir ses avantages à travers une production de masse soutenue, tout en combattant simultanément des ennemis sur de multiples fronts. Les États-Unis entrèrent dans la guerre avec des armes qui étaient moins techniquement sophistiquées à bien des égards, mais possédaient la capacité industrielle de les manufacturer en quantité écrasante, tout en améliorant continuellement la qualité, la fiabilité et les performances basées sur les retours d'expérience du combat. Cette approche industrielle, parfaitement exemplifiée par la conception et la production du char Sherman, s'avéra bien plus efficace que la sophistication technique allemande appliquée à une production à petite échelle. Les États-Unis produisirent presque autant de chars Sherman que l'Allemagne ne produisit de chars de tout type confondus, tout en produisant aussi des quantités énormes de tous les autres types d'armes, approvisionnant des alliés via le pré-bail, et maintenant le niveau de vie le plus élevé parmi toutes les nations combattantes. Cette performance économique, impossible à égaler pour l'Allemagne même avant que les bombardements stratégiques ne s'intensifient, décida de l'issue de la guerre, aussi certainement que n'importe quelle bataille.
Les mathématiques étaient simples et brutalement claires quand on les examinait objectivement. Un Sherman avec un canon de 75 mm qui atteignait de manière fiable le champ de bataille et combattait efficacement était infiniment plus précieux qu'un Panther avec un canon supérieur qui tombait en panne avant d'engager l'ennemi ou qui nécessitait 3 jours de maintenance pour chaque jour d'opération. Un bataillon de chars avec 80% de ses véhicules opérationnels pouvait exécuter des missions qu'un bataillon avec 40% de véhicules opérationnels ne pouvait simplement pas tenter. La fiabilité n'était pas juste un facteur de commodité ou une considération secondaire. C'était le fondement de l'efficacité opérationnelle, déterminant si les unités blindées pouvaient exécuter leur mission assignée. Les chars allemands échouèrent systématiquement à ce test fondamental tout au long de la guerre. Les chars américains le réussirent systématiquement. Les tests de Kummersdorf l'avaient prouvé au-delà de tout doute raisonnable dès mi-1943, même alors que les commandants allemands continuaient à déployer des Panthers et des Tigers qui semblaient redoutables et possédaient des spécifications impressionnantes, mais ne pouvaient pas être comptés pour fonctionner quand on en avait le plus besoin. Le char Sherman ne gagna pas la Seconde Guerre mondiale à travers une supériorité technique en puissance de feu ou protection blindée. Il gagna à travers une supériorité industrielle exprimée comme une fiabilité mécanique, une disponibilité constante et une facilité de maintenance. Les ingénieurs allemands à Kummersdorf le comprirent dès mi-1943 sur la base de leurs tests exhaustifs. Ils écrivirent des rapports détaillés documentant leurs découvertes. Ils testèrent les preuves répétitivement avec une rigueur scientifique. Ils atteignirent les bonnes conclusions sur les avantages américains. Mais comprendre un problème et le résoudre sont des défis fondamentalement différents. L'industrie allemande manquait de la capacité de reconvertir la production autour des principes de fiabilité tout en combattant simultanément une guerre perdue sur de multiples fronts contre des ennemis aux ressources supérieures. L'industrie américaine avait intégré la fiabilité dans son secteur automobile civil sur des décennies de compétition commerciale et étendit simplement ses principes matures à la production militaire avec un succès remarquable. Wardadi II, ce simple char Sherman capturé en Tunisie et testé exhaustivement à Kummersdorf pendant des mois, raconta toute l'histoire à travers sa fiabilité mécanique et ses performances constantes. Chaque kilomètre qu'il parcourut sans défaillance était la preuve que la conception de chars allemandes avait pris un chemin fondamentalement erroné en priorisant les spécifications sur la fiabilité. Chaque test qui démontra l'excellence automobile américaine était la preuve que la maturité industrielle et l'expérience manufacturière pratique comptaient plus que les calculs de performance théoriques. Chaque comparaison entre la fiabilité du Sherman et des chars allemands prouva que les Américains avaient résolu des problèmes que les ingénieurs allemands ne réalisaient pas avoir besoin de résoudre. Le char lui-même était banal à bien des égards, juste un parmi 49 000 produits. Ce qu'il représentait était dévastateur pour la confiance allemande, la preuve que l'Allemagne avait déjà perdu la guerre industrielle même alors que les combats continuaient, et que la capacité productive américaine ne pouvait être égalée, indépendamment de la sophistication technique ou de l'habileté tactique allemande.